Bonjour, donc cette fois-ci je vais vous parler de la grossesse au cours du syndrome des antiphospholipides. Alors en fait quand on parle de grossesse, lupus, etc., on prend en compte 4 éléments. Le lupus, la biologie antiphospholipides, c'est le plus important, ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui. L'anticorps anti-SSA pour le risque de lupus néonatal, qui n'est pas un vrai souci. Et les traitements, il faut arrêter tout ce qui est dangereux pour la grossesse et au contraire introduire tout ce qui est nécessaire par rapport à la grossesse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la partie antiphospholipides. Donc, les nouveaux critères ACR-ELAR de classification du syndrome des antiphospholipides. Brièvement, je ne reviens pas là-dessus. Il faut un critère clinique, un critère biologique avec 3 points pour chacun, parce que c'est un système à base de points. Et vous voyez que pour la partie obstétricale qui nous intéresse aujourd'hui, les 3 pertes fœtales avant 10 semaines, et maintenant le seuil va jusqu'à 16 semaines, ne compte plus vraiment, puisque c'est un seul point. Donc s'il n'y a que ça, ça ne permet pas de retenir le diagnostic. De même, une mort fœtale in utero, toute seule, ça ne compte pas. Par contre, une mort fœtale in utero plus une prééclampsie, une insuffisance placentaire sévère, un retard de croissance, donc là, bien sûr, vous avez tous vos points. Donc c'est ça principalement qui a été changé. Donc avant, quand je faisais ce topo, je parlais des fausses couches, puis de la pathologie du 2e trimestre. Et en fait, les fausses couches, c'est fini, je n'en parle plus, puisque, et c'est très bien, ça ne compte plus comme du syndrome des antiphospholipides. Alors voilà, toutes mes diapositives, c'est attention, parce que c'est en fait là que la grossesse risque le plus de se compliquer et qu'il y a un risque maternel en plus d'un risque fœtal. Alors tout d'abord, les morts fœtales. Nous avions repris 65 femmes qui avaient toutes un syndrome des antiphospholipides, toutes avec une mort fœtale. Globalement, c'était inaugural chez 3/4 des patientes. La prévalence de l'anticoagulant circulant était élevée et même un tiers des femmes avaient une triple positivité, donc c'est du vrai syndrome des antiphospholipides. Le terme médian, c'est 24 semaines, parce qu'en fait, après, quand on est au 3e trimestre et qu'on voit qu'il y a ce retard de croissance, on peut sortir un enfant vivant. Mais quand on est à 24 semaines, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, là, j'ai remis les anciens critères de classification du syndrome des antiphospholipides, mais dans cette étude, toutes les femmes avaient fait une mort fœtale par définition. 38% ont fait à un moment une prééclampsie. 43% ont fait une thrombose artérielle ou veineuse. Et vous voyez que seulement une femme, parmi ces 65 femmes, avait présenté des fausses couches consécutives inexpliquées, ce qui reflète vraiment le fait que ce soit un autre problème et que ce ne soit pas du syndrome des antiphospholipides. Voilà. Et c'est quand même de bons pronostics, puisqu'une fois que vous mettez en route un traitement, la majorité des femmes vont avoir une naissance d'un enfant vivant. Attention à nouveau, et ça c'est une étude de nos collègues américains, et on trouve globalement la même chose en France. Quand vous avez des patientes qui ont une biologie antiphospholipides, 144 ici, s'il n'y a pas d'anticoagulant circulant, le risque d'accident obstétrical est tout à fait faible. S'il est présent, on augmente, c'est x10. On passe à 39% dans cette étude. C'est un peu moins en France, mais bon, en tout cas, c'est beaucoup plus important. Alors que les autres anticorps, un peu beaucoup, ça ne modifie pas le risque. Donc, l'anticoagulant circulant est le meilleur marqueur prédictif de complications obstétricales dans la biologie antiphospholipides. Et quand vous avez ça, il faut faire attention. Également dans cette étude, toujours les mêmes patientes, celles qui ont un antécédent de thrombose, qui sont donc en général plus traitées que celles qui n'ont pas d'antécédent de thrombose, vont avoir beaucoup plus d'accidents obstétricaux malgré ce traitement que celles qui n'ont pas d'antécédent de thrombose. Pareil pour le lupus, il y a un surrisque qui était significatif en multivarié. S'il y a un lupus associé, il faut faire attention. Donc en pratique, faites attention aux patientes de médecine interne qui ont volontiers un anticoagulant circulant, de la thrombose, un lupus associé. Attention à nouveau, les complications sont précoces, à un terme où elles ne sont pas toujours recherchées par les obstétriciens. Donc là, le HELP syndrome, par exemple, ici, survenait plutôt, vous voyez, entre 21 et 26 semaines d'aménorrhée, alors que dans la population générale, souvent, il survient plus tardivement. Donc on peut passer à côté de ce fait. Attention toujours, c'est une étude française, l'étude du GR2, qui a été publiée dans Lancet Rhumatologie en décembre 2022, où on s'est intéressé uniquement aux complications maternelles, thrombotiques et hémorragiques sévères. Donc une hémorragie sévère de la grossesse, c'est nécessité d'une hospitalisation, d'une transfusion ou d'un geste notamment chirurgical. Donc on a pris 168 grossesses chez 168 femmes
qui avait tout un syndrome des antiphospholipides, incluse dans la cohorte entre 2014 et 2020. Vous voyez qu'à peu près la moitié avait déjà fait une thrombose par le passé. Vous voyez également que la moitié à peu près avait un anticoagulant circulant lupique, donc du vrai syndrome des antiphospholipides. Vous voyez qu'elles étaient parfaitement bien traitées, 98% sous aspirine, 98% sous HBPM, impeccable. Vous voyez qu'une grossesse sur 5, malgré ça, se complique de pathologie placentaire. Et pour ce qui nous intéressait dans cet article, 10% vont avoir soit une thrombose, soit une hémorragie sévère au cours de la grossesse. Alors là, c'est le listing des patients. Brièvement, c'était souvent des patients, alors là on ne voit pas très bien, mais qui faisaient notamment des HELP syndrome, de la pathologie vasculaire placentaire, et derrière, qui faisaient notamment l'hémorragie ou la thrombose. Donc sur la thrombose, le facteur de risque, c'est l'anticoagulant circulant, à nouveau, on retrouve quelque chose proche de ce dont j'ai parlé avant, ou l'insuffisance placentaire, un HELP syndrome, méfiez-vous, il risque d'y avoir une thrombose maternelle derrière. Et pour les hémorragies, pareil, il y avait l'hypertension artérielle en plus, mais l'anticoagulant circulant à nouveau, la triple positivité, l'insuffisance placentaire à nouveau, tout ça pouvant conduire à un accouchement prématuré et donc à cette complication hémorragique, tout étant très très lié. Si on prenait chez nos patientes celles qui n'avaient pas d'anticoagulant circulant, aucune complication thrombotique ou hémorragique, versus 20% quasiment chez celles qui l'avaient. Donc vraiment, c'est ce marqueur-là que vous devez regarder. Attention également, donc là je vais vous parler d'une patiente, c'est la même patiente que je présente depuis longtemps, mais qui est très instructive, 30 ans, qui a fait une thrombose de l'artère sous-clavière par le passé, qui est donc diagnostiquée comme ayant un syndrome des antiphospholipides devant une triple positivité, qui est mise sous AVK, tout se passe bien pendant 10 ans. Elle veut être enceinte, donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on relaie les AVK dès qu'elle est enceinte par une héparine de bas poids moléculaire à dose efficace, préférentiellement de l'énoxaparine 2 fois par jour, pour des raisons pharmacocinétiques, et l'ajout d'aspirine. On cherche les autres cases de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la partie lupus, elle n'a pas de lupus puisque pas de symptômes, mais elle a néanmoins de la biologie assez forte. Donc elle est mise sous hydroxychloroquine, ce qui lui permet de le doser et de voir qu'elle prend bien son traitement. Voilà. À 24 semaines, elle présente une douleur de l'hypocondre gauche qui n'aboutit pas à un diagnostic alors qu'elle a vu plusieurs médecins, mais ça n'évoque pas grand-chose aux uns et aux autres à ce terme-là. Et puis finalement, quand elle l'appelle à 25 semaines, vous voyez qu'elle a une prééclampsie absolument évidente, puisqu'il faut 14,9 et 0,3 g de protéinurie. Et elle a également une thrombopénie, cytolyse hépatique et une hémolyse, donc un syndrome HELP, et les deux. Donc on est très précoce pendant la grossesse et il y a une interruption médicale de grossesse de sauvetage maternel. On comprend sa douleur, malgré un traitement à dose efficace, elle avait cet infarctus splénique que vous pouvez voir tout à fait caractéristique, à base triangulaire périphérique. Elle maintient son héparine de bas poids moléculaire qui est néanmoins interrompue pendant l'accouchement forcément. Ça s'améliore et à 48 heures, elle est dyspnéique. Alors on commence par l'angioscanner, pas d'embolie pulmonaire, donc on va voir le cœur et effectivement, elle a une fraction d'éjection qui n'est qu'à 45%. Avec une défaillance globale, elle a une coronarographie que je ne ferai probablement pas aujourd'hui, mais qu'on avait faite à l'époque, qui est normale. Et effectivement, elle a ça également. Je vous ai montré une photo tout à l'heure, c'est de la microthrombose. Elle a la même chose dans le cœur, c'est-à-dire qu'elle a un syndrome catastrophique des antiphospholipides. C'est d'autres images, je vous ai montré dans l'autre vidéo que vous regarderez peut-être ou que vous avez peut-être vu, toutes ces hémorragies sous-inguinales en flammèche notamment. Ou cette ischémie typiquement des extrémités rouges, chaudes et douloureuses. Donc elle n'avait pas tout, mais elle avait une partie de ces symptômes. Et je vous renvoie à l'article publié là-dessus si vous voulez approfondir. Donc je reviens à cette patiente. La dégradation est rapide. En quelques heures, elle passe à 25% de fraction d'éjection, puis 15%. Les plaquettes baissent. Et donc là, elle va être traitée. Le traitement, c'est immunoglobuline ou échange plasmatique, corticoïdes et anticoagulation, quoi qu'il arrive, y compris si les plaquettes sont basses. Ce qu'elle a eu. Elle complète son tableau, il y a généralement une atteinte rénale qu'elle a, c'est-à-dire que cliniquement, elle a de l'hypertension, de l'insuffisance rénale, comme attendu. Elle a même été dialysée. Et grâce à la prise en charge, et surtout au diagnostic, parce que la prise en charge, il suffit de décrocher son téléphone,
Le diagnostic, c'est un peu plus compliqué, il faut y penser. Elle est à nouveau avec les paramètres quasiment normalisés dans la semaine qui a suivi. Donc, je vous rappelle qu'il y a des critères de classification du syndrome catastrophique des antiphospholipides, qui sont le fait d'avoir l'atteinte d'au moins 3 organes en moins d'une semaine, si possible avec une biopsie qui confirme la thrombose des microvaisseaux, et bien sûr une biologie antiphospholipide. Juste pour vous dire qu'on avait rapporté il y a maintenant également un petit peu longtemps 13 cas de syndrome catastrophique au cours de la grossesse. C'était très stéréotypé, les patientes avaient quasiment toutes présenté pendant la grossesse et malgré un traitement le plus souvent un syndrome HELP. On les faisait accoucher pour sauvetage maternel et derrière, après une amélioration transitoire, elles se redégradaient sous la forme clinique du syndrome catastrophique des antiphospholipides qui est un peu différente du HELP, même si les deux sont des microangiopathies thrombotiques. Le pronostic maternel n'était pas catastrophique dans notre étude, mais parce que le diagnostic était fait précocement, il était beaucoup plus mauvais pour les enfants, puisque quand c'est très précoce, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Je vais terminer par la partie traitement. Alors, vous avez des recommandations de l'EULAR pour la prise en charge du lupus et du syndrome des antiphospholipides pendant la grossesse. Vous avez également des recommandations de l'EULAR sur l'utilisation des traitements pendant la grossesse. Et à ce sujet, plusieurs des auteurs ici ont récemment écrit un éditorial, enfin une sorte de point de vue pour le Lancet Rhumatology à propos de la controverse qu'il y a eu récemment sur l'hydroxychloroquine et l'alerte de la NSM contre laquelle nous nous sommes inscrits en faux, puisqu'elle est basée sur une étude assez biaisée de la littérature. Voilà, donc ce sont des documents qui peuvent aider. Le CRAT est également très aidant, mais je suis sûre que vous connaissez ce site du Centre de référence des agents tératogènes. Le CRAT notamment nous avait alerté sur ces logos qui ont été mis sur quasiment toutes les boîtes de médicaments. Tel médicament plus grossesse égale danger ou interdit en fonction des laboratoires. Et par exemple, l'aspirine nourrisson, 100 mg, les patientes qui le prennent, et on sait que ça a quand même permis à beaucoup d'enfants de naître vivants et en bonne santé, sont quand même face à ce logo qui leur dit que c'est interdit. Alors la prise en charge de la grossesse, ça commence par une consultation préconceptionnelle qui permet de reconnaître les rares contre-indications qui sont essentiellement un lupus actif associé ou des séquelles importantes au niveau HTAP, hypertension artérielle pulmonaire, rénale, etc. Mais c'est assez rare. De voir la case lupus, antiphospholipide, anti-SSA et adapter le traitement, c'était mes cases du début. On les vaccine si nécessaire. On informe les patientes qui, en fait, elles se posent essentiellement la question de savoir si elles vont transmettre le lupus à leur enfant. Et là-dessus, on peut les rassurer. Donc, le traitement pour la partie lupus, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais je ne peux pas ne pas dire un mot là-dessus. Donc, une diapo. Il faut que les patientes ne soient pas en poussée depuis 6 ou 12 mois. Il faut qu'elles soient sous hydroxychloroquine et qu'elles le prennent. Donc, il faut mesurer les taux sanguins. Les corticoïdes, ce n'est pas obligatoire, si on en donne le moins possible. Les immunosuppresseurs, quand c'est nécessaire, on a le choix entre l'azatioprine, Immurel, la cyclosporine, le tacrolimus, Advagraf, Prograf, etc. Et on donne très volontiers de l'aspirine à partir du moment où il y a bien sûr de la biologie antiphospholipide, mais aussi un antécédent notamment d'atteinte rénale, car il y a un risque de prééclampsie. Alors sur la partie grossesse, syndrome des antiphospholipides, ça c'est une diapositive que ceux qui ont regardé la vidéo sur le traitement du SAPL ont vu. Donc les patients qui ont un syndrome des antiphospholipides avec thrombose sont sous AVK de façon prolongée. Au moment de la grossesse, on relaie les AVK par de l'aspirine antiagrégante et de l'héparine de bas poids moléculaire à dose efficace, idéalement 2 injections d'enoxaparine. S'il y a un syndrome des antiphospholipides uniquement obstétrical, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de thrombose, elles sont normalement sous aspirine au long cours. Elles utilisent des HBPM en situation à risque de thrombose, voyage en avion ou port d'un plâtre, d'une immobilisation. Et elles rajoutent également cet HBPM lorsqu'elles sont enceintes. Petite place pour l'hydroxychloroquine, les corticoïdes, ce n'est pas très standardisé et ce n'est pas très prouvé non plus. La surveillance, elle est globalement mise en place dès la consultation préconceptionnelle, on va expliquer ça aux patients. Elle est clinique, biologique, échographique. Sur la clinique, les principaux points
C'est des signes de prééclampsie et de HELP, c'est-à-dire la tension, la protéinurie et la douleur épigastrique. Il faut bien leur expliquer ça. Comme ça peut arriver précocement, à 20 semaines, quelqu'un risque de penser que c'est simplement l'estomac et mettre un peu de Gaviscon ou de choses de ce type-là. La biologie, à nouveau les signes de prééclampsie et de HELP. Et puis le ratio SFLT1 sur PLGF, qui quand il est inférieur à 38, élimine le fait qu'il va y avoir une prééclampsie dans la semaine, voire quasiment le mois qui suit. Donc c'est pratique pour les suivre. L'échographie, on regarde la croissance et on regarde les Dopplers. Les deux sont importants. C'est une prise en charge multidisciplinaire et une prise en charge qui se fait donc avec les obstétriciens de façon très rapprochée. Cette dernière diapositive, pour montrer la gestion du péripartum. Donc l'objectif, c'est de permettre une analgésie péridurale. Donc on essaye d'arrêter les traitements, donc notamment l'aspirine vers 35 semaines, sauf dans les cas où les patientes ont présenté un accident vasculaire cérébral dans le passé, mais en général, on peut l'arrêter. On fait une fenêtre thérapeutique plus ou moins longue, selon les situations cliniques des patientes et biologiques, de leur biologie antiphospholipide. Donc on arrête, on saute 1 à 2 injections. Et le déclenchement, je sais qu'on a beaucoup fait, nous on le fait beaucoup moins maintenant à Port-Royal, parce que qui dit déclenchement dit augmentation du risque de morbimortalité, de la morbimortalité chez les patientes, même comme dans la population générale. Et donc, on essaye de ne plus le faire en systématique en tout cas. Voilà, et la surveillance doit être maintenue en postpartum, surtout s'il y a eu un syndrome HELP et que la fin de grossesse a été un peu houleuse. Le risque en postpartum est élevé, donc il faut surveiller les patientes de façon à adapter le traitement s'il survient des éléments inquiétants. Voilà, je vous remercie et j'ai terminé pour ce topo aussi.